La technologie progresse rapidement au fil du temps. Au milieu des années 90, Internet était quelque chose de nouveau pour la plupart des gens et n'était accessible que par des câbles connectés à l'ordinateur. Mais aujourd'hui, vous pouvez utiliser des appareils sans fil qui tiennent dans la paume de votre main pour vous connecter. En fait, le rythme auquel la technologie évolue est si rapide que parfois nous ne nous souvenons même pas comment elle fonctionnait auparavant ou de quoi elle était capable. Ce que vous verrez dans cette vidéo en est un exemple clair. Numéro 1. Nous pourrions passer le reste de cette vidéo à parler des mystères de la technologie égyptienne ancienne, mais nous voulons nous concentrer sur un seul exemple de celle-ci. Si vous suivez le Nil au sud de l'Égypte, vous finirez par atteindre une île appelée l'île Éléphantine. Presque toute l'île est un site archéologique actif, mais la structure la plus fascinante et la plus bizarre est une boîte en pierre de granit solide. Il est symétrique et poli pour une finition lisse. Quiconque a travaillé avec la pierre sait que le granit est l'un des matériaux les plus difficiles à travailler en raison de sa dureté. Nous sommes censés croire que les anciens Égyptiens, travaillant il y a plus de 4000 ans, ont sculpté et modelé cette boîte en n'utilisant rien de plus que les outils à main en bronze que nous savons qu'ils avaient à leur disposition à l'époque. Le bronze, pour éviter tout doute, est plus doux que le granit. Si vous deviez essayer de tailler le granit avec du bronze, le bronze céderait avant le granit. Alors, comment est-il possible que les Égyptiens aient sculpté la mystérieuse boîte en granit de l'île Éléphantine ? La seule réponse logique semble être qu'ils avaient accès à une forme de technologie plus avancée dont nous ne sommes pas au courant. Numéro 2. En parlant de grands monolithes, jetons un coup d'œil à la pierre occidentale. Il y a un indice sur son emplacement et son nom, il s'agit d'un bloc de pierre de taille qui forme un élément clé du niveau inférieur du mur occidental à Jérusalem. C'est la plus grande pierre du tunnel du mur occidental et aussi l'un des plus grands blocs de construction de toute description dans le monde. La face exposée de la pierre occidentale mesure 13,4 mètres de long et 3,4 mètres de haut. Il est impossible de déterminer sa largeur ou sa profondeur car il est enterré dans le mur. Une étude menée en 2006 a suggéré qu'il pourrait atteindre 2,4 mètres de profondeur, mais ces résultats ne peuvent pas être vérifiés. Si la mesure projetée est correcte, la pierre devrait peser environ 300 tonnes. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas sur le mur occidental et les pierres qui ont été taillées pour le construire, mais il est juste de supposer qu'il a été créé à l'époque hérodienne, ce qui le rendrait un peu plus vieux que 2000 ans. Il est presque impossible d'en découvrir davantage en raison des règles strictes qui régissent l'activité archéologique à l'intérieur et autour du mur. Numéro 3. Poursuivant sur le thème des anciennes réalisations technologiques gravées dans la pierre, nous avons le Galviareia, qui est parfois aussi connu sous le nom du Tama. Il s'agit d'un temple massif sculpté dans la roche dédié au Bouddha et situé dans l'ancienne ville de Polonnaruwa, au Sri Lanka. Les archives historiques indiquent qu'il a été sculpté sous le règne de Parakramabahu Ier, au XIIe siècle. Au cœur de cette création massive, qui est à la fois un lieu de culte et une œuvre d'art, se trouvent 4 statues en relief du Bouddha sculptées directement dans le visage d'un rocher de granit. Le temple comporte également une grotte artificielle à l'intérieur de laquelle se dresse une statue d'un grand personnage assis, dont l'identité est inconnue. Il y a aussi une figure assise plus petite et une figure allongée, qui sont également inconnues, mais ne sont pas censées représenter le Bouddha. Cependant, ils sont considérés comme les meilleurs exemples survivants de sculptures anciennes dans le monde. Parakramabahu Ier a convoqué une congrégation de moines à cet endroit pour purifier le sacerdoce bouddhiste, après quoi il a rédigé un nouveau code de conduite pour chacun d'entre eux. Tout cela est consigné dans des inscriptions que l'on peut encore lire sur le site. Numéro 4. La ville d'Arwad est située sur une île également appelée Arwad dans la mer Méditerranée. C'est la seule île habitée de la région et abrite également un mur qui a été décrit comme une véritable merveille de l'ingénierie ancienne. Il s'agit de l'ancienne muraille mégalithique d'Arwad,
également connu sous le nom de muraille d'Aridus et de muraille de Ruade. Aujourd'hui, il n'en reste pas grand-chose, mais des preuves archéologiques suggèrent qu'il y a des milliers d'années, le mur entourait toute l'île, qui appartient aujourd'hui à la Syrie. L'histoire de l'île est incertaine et entourée de mystères, mais les archéologues affirment que des preuves suggèrent qu'elle a été colonisée par les Phéniciens il y a environ 4000 ans, après quoi elle est devenue un royaume indépendant appelé Arvad ou Aridus. À un moment donné, c'était la seule république du Levant gouvernée par son propre peuple plutôt que par un monarque. Le mur était et est toujours un exemple incroyable de l'architecture cyclopéenne, mais nous n'avons aucune idée de la façon dont il a été construit. La fabrication et le transport des pierres ont dû être difficiles, mais les empiler de cette manière a dû être impossible pour les gens de l'époque. Numéro 5. L'astrolabe est un instrument ingénieux du monde antique qui permettait aux astronomes de naviguer dans le ciel nocturne et de mesurer les positions célestes avec une précision remarquable. Développé par des érudits grecs, l'astrolabe est un modèle sophistiqué de l'univers. Il se compose d'un disque circulaire, généralement en bronze ou en d'autres métaux, méticuleusement gravé avec des marques célestes, des échelles et des mesures. Ce disque représente une version à l'échelle de la sphère céleste, avec la Terre positionnée en son centre. L'astrolabe était un outil polyvalent utilisé par les astronomes, les navigateurs et les mathématiciens à travers l'histoire pour déterminer la position des étoiles, suivre les mouvements des planètes et prédire les événements astronomiques. Sa conception permettait aux utilisateurs d'effectuer des observations et des calculs précis en fonction des positions des corps célestes. Au fil du temps, l'astrolabe a connu une évolution importante, incorporant les avancées de diverses cultures. Au cours de l'âge d'or islamique, il est devenu un instrument essentiel pour l'exploration scientifique, reflétant la soif inextinguible de connaissances sur le cosmos. Aujourd'hui, bien que la technologie moderne offre des méthodes plus avancées pour étudier l'univers, l'astrolabe reste un symbole des premiers progrès scientifiques. Leur héritage est un témoignage de la curiosité humaine et de la quête permanente d'exploration et de compréhension de l'univers, rappelant les progrès extraordinaires réalisés en astronomie grâce à ces instruments primitifs. Numéro 6. Le disque de Phéstus est un artefact ancien qui pose une énigme fascinante d'un passé lointain. Découvert dans les ruines du palais minoen de Phéstus, sur l'île de Crète, ce disque est orné d'une série de symboles mystérieux qui ont déconcerté les érudits pendant des décennies. Leur but et leur signification n'ont pas encore été clairement interprétés, car les efforts pour déchiffrer les symboles n'ont pas abouti à des conclusions définitives. Les symboles du disque de Phéstus sont disposés en spirale, et leur signification exacte est encore débattue. Plusieurs théories ont émergé sur les fonctions possibles du disque. Certains chercheurs suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une forme d'écriture précoce, peut-être utilisée pour enregistrer des informations importantes ou transmettre des messages. D'autres suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un artefact religieux ou rituel à but cérémoniel au sein de la société minoenne. Il a également été spéculé que le disque pourrait avoir été utilisé comme une forme de divertissement ou de jeu, similaire aux jeux de société anciens. Le disque de Phéstus reste l'un des vestiges les plus intrigants de la civilisation minoenne, reflétant sa sophistication intellectuelle et culturelle. Ces symboles non déchiffrés continuent de captiver les historiens et les archéologues, qui sont attirés par la nature énigmatique de l'artefact. Ce disque est un puissant rappel des limites de notre compréhension et du potentiel de découverte future sur les cultures anciennes, tout en soulignant la complexité des premières civilisations et en inspirant l'exploration continue des mystères de l'histoire humaine, offrant un aperçu d'un passé qui reste partiellement caché par le temps. Numéro 7. Découvert en 1885, le Wolf's Iron est un artefact mystérieux qui défie les explications conventionnelles et a captivé les chercheurs et les passionnés. Cet objet intrigant a été trouvé dans un gisement de charbon vieux de 20 millions d'années à Wolfsegg, en Autriche. Également connu sous le nom de cube de Salzbourg, il se caractérise par 4 côtés plats,
deux côtés convexes et une rainure profonde qui entoure son centre. La caractéristique la plus frappante du fer Wolfsegg est son âge apparent. Il était incrusté dans du lignite tertiaire, un type de charbon qui s'est formé il y a des millions d'années, soulevant de profondes questions sur la technologie historique et le progrès humain. Comment un objet en fer aussi précis a-t-il pu se retrouver dans un gisement de charbon aussi ancien? Cet artefact a donné lieu à des spéculations quant à savoir s'il pourrait être la preuve d'une civilisation avancée qui existait avant notre compréhension historique actuelle. Alternativement, il pourrait s'agir d'une anomalie naturelle extraordinaire ou d'un processus géologique inhabituel. Le fer Wolfsegg continue de fasciner les scientifiques et les chercheurs, qui se consacrent à la découverte de son origine et de sa signification. La quête de compréhension de cet objet énigmatique ouvre de nouvelles possibilités d'exploration et défie les limites de nos connaissances, nous encourageant à réexaminer les hypothèses historiques et scientifiques. Numéro 8. Le sous-viking des hommes. Le penny viking pour homme, également connu sous le nom de pièce Gardey, est un artefact fascinant qui a suscité un débat sur d'éventuels contacts transocéaniques précolombiens. Cette pièce est un penny d'argent norvégien de l'époque d'Olaf Kyrre, qui régna en Norvège entre les années 1067 et 1093. L'histoire du penny de Men a commencé en 1957, lorsqu'il aurait été trouvé lors d'une fouille à Blue Hill, Maine. Cette découverte a soulevé des questions sur la façon dont une pièce de monnaie norvégienne s'est retrouvée à Maine. Une théorie suggère qu'il pourrait s'agir des premiers voyages vikings en Amérique du Nord avant la célèbre expédition de Christophe Colomb en 1492. Les Vikings, connus pour leur esprit d'exploration, ont établi des colonies au Groenland et ont exploré certaines parties de l'Amérique du Nord vers le Xe siècle. L'idée d'un contact précolombien a gagné en crédibilité dans les années 1960 avec la découverte de la colonie viking de Lance aux Meadows, à Terre-Neuve, qui a fourni des preuves tangibles de la présence nordique en Amérique du Nord. Bien que Mennes Penny soutienne l'idée de l'exploration viking, son authenticité et son origine sont encore débattues. Certains soutiennent qu'il aurait pu perdre ou prendre des hommes par le biais du commerce, tandis que d'autres soupçonnent une possible fraude ou des erreurs d'attribution. Quelle que soit son origine, Mennes Penny ajoute de l'intrigue à l'histoire des premières explorations et des contacts interculturels, soulignant la complexité de la reconstruction du passé et la nécessité d'une analyse archéologique, historique et scientifique minutieuse. Numéro 9. L'ancien fan de sport. Nous savons que nous connaissons tous quelqu'un qui aime tellement le sport qu'il fait de son amour pour lui la base de sa personnalité. Apparemment, il y a environ 2000 ans, il y avait aussi des gens comme ça. Nous le savons parce que la tombe d'un prétendu fan de sports anciens a été découverte à Buanu, en Bulgarie, en septembre 2019. À l'intérieur de la tombe se trouvaient les restes squelettiques de son occupant et une jarre censée représenter la tête d'un boxeur ou d'un lutteur. Les experts sur place pensent que le site funéraire est une acropole appartenant à une famille d'élite de la société thrace. Le Thrace le plus connu de l'histoire était Spartacus, l'esclave rebelle qui s'est soulevé contre les Romains. Cette tête de Thraza est en bronze et servait probablement de récipient pour le stockage de liquides tels que le parfum ou le baume. L'idée qu'il représente un boxeur ou un combattant vient du fait que le nez de l'homme est visiblement cassé. Les experts ont exclu la possibilité qu'il s'agisse d'un portrait de la personne enterrée dans la tombe, bien que, curieusement, il n'est pas dit pourquoi. Numéro 10. La tablette de Kis est un artefact en calcaire, nommé d'après sa découverte dans l'ancienne ville sumérienne de Kis, en Irak. Il a généré une certaine confusion quant à sa date de découverte, certaines sources suggérant 1923 et d'autres 1933. Les scientifiques ont daté la tablette de la période d'Uruk, il y a plus de 5000 ans. Selon la plupart des experts en langues et cultures anciennes qui ont examiné la tablette Kis, elle est considérée comme le plus ancien document écrit au monde, ce qui lui confère une grande importance. Cependant, l'écriture sur la tablette, qui est partiellement pictographique,
semble être un type de protocunéiforme. La traduction des inscriptions en protocunéiforme reste extrêmement difficile, ce qui indique que la compréhension des messages sur la tablette nécessitera probablement d'autres progrès dans notre compréhension des premières langues écrites. Par conséquent, bien qu'il soit fort probable que la tablette KISS contienne des messages importants, il n'est pas certain que nous puissions un jour comprendre pleinement son contenu. Numéro 11. Le trésor d'or à Java. Les trésors d'or sont l'une des découvertes archéologiques les plus fascinantes pour de nombreuses personnes. Un exemple en est une découverte faite sur l'île indonésienne de Java, une collection de 22 petites plaques d'or, chacune portant des symboles religieux. Les plaques ont été trouvées ensemble dans une boîte en pierre près d'un ancien temple bouddhiste. Les archéologues ont été appelés sur le site dans le village de Rinlark après que des ouvriers du bâtiment, qui construisait un aquifère, et accidentellement fait la découverte. Les spécialistes pensent que les plaques ont été faites au 8e siècle. Chacun est fait d'or 18 carats et les symboles sont principalement dédiés au dieu du vent, connu sous le nom de Dialog Kapala, dans la religion javanaise basée sur l'hindouisme. L'Agence de conservation du patrimoine de Java Central a pris possession des artefacts à la suite de la découverte en septembre 2016. Ils ont assuré qu'une récompense serait versée à la fois aux ouvriers du bâtiment et aux propriétaires du terrain où la découverte a été faite. Comme les plaques se trouvaient à l'intérieur d'une boîte décorative, il est probable qu'elles aient été enterrées en guise de bénédiction lorsque les travaux ont commencé dans le temple voisin. Numéro 12. Il fut un temps où nous pensions comprendre ce qu'on appelait le disque céleste Nebra. Les experts étaient à peu près sûrs qu'il avait environ 3600 ans et qu'il représentait le Soleil, un croissant de lune et les étoiles qui composent les Pléiades. Cependant, à partir de septembre 2020, toutes ces théories sont devenues obsolètes. Deux experts de l'université Goethe de Francfort en Allemagne ont conclu que le disque est en fait 1000 ans plus jeune qu'on ne le croyait auparavant, ce qui est en fait un reliquaire de l'âge du fer. Changer l'âge de l'artefact signifie que les hypothèses astronomiques sur ce qu'il représente doivent également être considérées comme obsolètes. De plus, de nouvelles questions se posent sur l'origine de l'artefact. Il a été découvert en 1999 en Saxe-Anhalt, en Allemagne, mais le cuivre utilisé pour sa construction provient d'Autriche, et l'or et le bronze proviennent de Cornouailles, en Angleterre. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour le créer en utilisant des matériaux recueillis à divers endroits. Cependant, si nous nous trompons sur son âge de 1000 ans, alors nous devons accepter que les étoiles représentées sur le disque ne sont probablement pas les Pléiades. Que pourrait-il représenter à la place? Malheureusement, à ce stade, nous n'en avons aucune idée. Numéro 13. Découverte d'une villa romaine gauloise en Bretagne, France. En novembre 2016, des archéologues travaillant près du village de Langy-sur-Ance en Bretagne, en France, ont fait une grande découverte, une immense villa romaine de gala. La villa se compose de plusieurs bâtiments disposés en forme de H, autour d'une cour centrale, entourée de galeries à colonnades. La cour à elle seule couvre plus de 16 000 pieds carrés. L'emplacement de la villa, qui remonte au 1er siècle, a probablement été choisi pour la vue imprenable qu'elle offrait sur la rivière Rens. Les preuves archéologiques suggèrent que le bien a été agrandi à plusieurs reprises après sa construction et est resté en usage jusqu'au IVe siècle. La structure la plus impressionnante qui reste est peut-être le complexe de bains, qui couvre plus de 4300 pieds carrés et comprend une piscine chaude, une piscine d'eau froide, un bain de pieds et un caldarium avec sauna et bain à remous. Ceux qui vivaient ici devaient être immensément riches, mais aucun matériel d'identification n'a été trouvé sur le site. Les historiens ont conclu qu'il appartenait à une famille noble du village des Curiosolitas, mais cela ne nous dit pas grand-chose. Numéro 14. L'épée à 7 branches. Notre prochain artefact mystérieux est connu sous le nom d'épée à 7 branches, bien qu'elle puisse également être connue sous le nom d'épée Sido.
La légende raconte que cette épée de cérémonie a été donnée à un souverain de la province japonaise de Yamato par un roi de Baekje, dans ce qui est aujourd'hui la Corée du Sud. Il doit exister dès l'an 720, car il est mentionné dans le Nihon Shoki, également connu sous le nom de Chroniques du Japon, qui ont été achevées cette année-là. Le texte indique qu'il a été délivré au cours de la 52e année du règne de l'impératrice Jingu, bien que ce chiffre soit presque mythique et qu'aucune datation liée à son règne supposé ne soit fiable. L'épée inhabituelle mesure près de 4 pieds de long et est faite de fer, avec 6 protubérances dépassant de la lame centrale comme des branches. Il est considéré comme si précieux qu'il n'est pas exposé au grand public et est conservé sous clé au sanctuaire d'Izonokami dans la préfecture de Nara. Il y a une inscription sur un côté de l'épée qui se traduit en français par « à midi », le 16e jour du 11e mois, dans la 4e année de Tisha, cette épée était faite d'acier trempé 100 fois. Cette épée repousse 100 soldats ennemis et est décernée au lord-duc, faite par la bonne fortune. Ce qui le distingue en tant que cadeau spécial reste un mystère, qui l'a offert et à qui. Numéro 15. De nos jours, les gens se moquent de tous ceux qui ont un slogan ringard sur leur profil de médias sociaux ou sur les murs de leur maison, tels que « vivre, rire, aimer ». Cependant, ils ne devraient pas, car les gens ont écrit des pensées tout aussi éculées sur les objets depuis la nuit des temps. Prenons l'exemple d'une collection de 80 miroirs en bronze. En avril 2021, ils ont été découverts dans un cimetière de la province du Shaanxi, en Chine. On pense que les tombes d'où proviennent les miroirs datent de la période des royaumes combattants, ce qui leur donne un âge d'environ 2200 ans. Selon les archéologues, même si de nombreuses tombes ont été pillées dans l'Antiquité, les miroirs ont été laissés intacts, peut-être en signe de respect. Les archéologues modernes n'ont pas de tels réservés, en tant que tels, ont pris les miroirs à côté de la tête des morts. Les miroirs ont parfois été découverts avec des traces de soie attachées à eux, ce qui suggère qu'ils étaient placés dans des sacs ou des poches avant les funérailles. Ils ont été trouvés dans le corps d'hommes et de femmes, ce qui implique que le rôle symbolique qu'ils jouaient était universel. Bonheur éternel, vivre longtemps dans la mémoire, et richesse pour ma famille, sont quelques-uns des slogans gravés sur eux. Numéro 16. La dalle de Saint-Pélec, la plus ancienne carte d'Europe, est un artefact ancien dont l'interprétation en tant que plus ancienne carte d'Europe a fait l'objet de débats. La dalle a été trouvée pour la première fois en France en 1900, mais elle a été considérée comme insignifiante et perdue pendant plus d'un siècle avant d'être redécouverte et examinée de plus près. C'est cet examen récent qui a conduit à l'idée que cet artefact de l'âge du bronze pourrait être bien plus qu'il n'y paraît. La dalle est recouverte d'inscriptions et de marques que l'on pensait autrefois symboliques, mais les experts pensent maintenant qu'il pourrait s'agir d'une représentation topographique précise de la rivière Odé et de la zone qui l'entoure. Si c'est vrai, ce serait une réalisation incroyable, étant donné que les personnes qui l'ont créée ont vécu il y a environ 4100 ans. Si nous interprétons la dalle comme une carte, nous pouvons probablement la voir comme une indication du territoire qui appartenait à un roi ou à un dirigeant de cette époque. Le fait que la dalle ait été intentionnellement brûlée, brisée puis enterrée pourrait représenter la conquête du territoire par une autre entité. Cependant, tout cela reste une conjecture. L'idée qu'il s'agit de la plus ancienne carte d'Europe est rapidement acceptée comme un fait. Numéro 17. Nous ne savons pas grand-chose sur le peuple picte de l'ancienne Écosse, mais l'une des rares choses que nous savons, c'est qu'ils étaient très intéressés par la fabrication de dalles de pierre en forme de croix. Ils ont fabriqué au moins 50 de ces dalles qui auraient pu être une sorte de pierre de marque. Et de tous, la pierre de Dingu est la mieux conservée et la plus fascinante. Les archéologues ont deux idées sur la façon dont cette pierre, qui a été fabriquée il y a environ 1200 ans, a pu être utilisée. La première est qu'il servait de point de repère, aidant les Pictes à retrouver le chemin de la maison après une journée de chasse. La seconde est qu'il fonctionnait comme un avertissement pour les non-Pictes, les alertant que s'ils s'approchaient trop près,
il pouvait se mettre en danger de mort. La théorie de l'avertissement pourrait être l'explication la plus probable, car elle expliquerait certainement pourquoi la pierre est recouverte de boucliers, d'épées et de figures humanoïdes avec des têtes d'animaux. Si vous avez vu cela en vous promenant dans les bois ou dans un champ, vous ne le verriez probablement pas comme une invitation. On pense que le revers de la pierre est décoré d'une forme décroissante et d'un design d'air de rôle, bien que les archéologues qui l'étudient actuellement aient été curieusement réticents à fournir des photos de ce côté de la pierre. Peut-être qu'il y a quelque chose là-bas qu'ils ne veulent pas que nous voyions. Numéro 18. La coupe de Lycurgue. Il n'y a pas de bonne réponse à la question de la couleur de la coupe de Lycurgue. Il peut être de deux couleurs en fonction de la direction dans laquelle il est vu et de l'éclairage au moment où il est observé. Cette curiosité vieille de 1600 ans a intrigué et déconcerté tous ceux qui l'ont vue pendant des siècles. La tasse a été fabriquée à l'aide de verre dichroïque, un matériau qui peut réfléchir les particules de lumière de différentes manières. Si le verre est éclairé par l'arrière, il apparaîtra vert, mais s'il est éclairé directement de face, la couleur devient rouge. La personne qui l'a fabriqué comprenait presque certainement les principes du verre qu'il utilisait, bien qu'il ne sache peut-être pas pourquoi il se comportait de cette façon. Les archéologues n'ont jamais rien trouvé de plus similaire, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de la délicatesse de la tasse. Par conséquent, nous ne pouvons pas exclure la possibilité qu'une seule personne dans la Rome antique ait compris le potentiel du verre et comment en faire de belles choses. Numéro 19. Les archéologues sont parfois un peu trop excités lorsqu'ils trouvent des artefacts intéressants, de sorte que nous sommes généralement un peu méfiants lorsque quelqu'un décrit quelque chose comme la découverte du siècle. Les experts qui ont trouvé cet ancien bouclier celtique en décembre 2019 ont utilisé cette description, mais peut-être exagèrent-ils. Nous vous laissons décider. Le bouclier était la découverte la plus importante à l'intérieur de la tombe d'un guerrier celtique, qui contenait également un char, des squelettes de poneys enterrés debout et de nombreuses autres armes. Le lieu de sépulture, situé à Linton East, dans le Yorkshire, en Angleterre, a environ 2300 ans. Bien que des humains aient déjà été retrouvés enterrés avec des charrettes au Royaume-Uni, c'est le premier et le seul exemple d'un tel enterrement qui inclut également des chevaux ou des poneys. Ce qui rend le bouclier si inhabituel, c'est sa conception à bord festonné, qui ne ressemble à aucun autre bouclier de l'âge du fer jamais trouvé en Europe. Auparavant, on pensait que les boucliers avec des visages métalliques et des motifs élaborés étaient utilisés exclusivement dans les cérémonies, plutôt que dans les batailles. Cependant, des signes révélateurs des travaux de réparation effectués sur cet artefact suggèrent qu'il a combattu plus d'une fois. Le design inhabituel est le reflet du fait que le propriétaire avait une personnalité unique ou peut-être était quelqu'un d'une importance unique.